Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce mercredi 18 juin. Voici les principales informations que nous allons développer. L'aéroport de Tahiti s'aligne sur les normes internationales de sûreté aérienne. Désormais, pour les vols domestiques, au départ de FAA, les contenants de liquide de plus de 100 ml sont interdits en cabine. Après la loi de pays votée l'année dernière, les contrôles antidopage ont bel et bien débuté au Fénois. Les sportifs peuvent être soumis à des tests. Les sanctions vont commencer à s'appliquer à partir de septembre 2025. La Polynésie française aura-t-elle droit au pardon de la France? Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à la politique française d'expérimentation nucléaire le propose parmi les 45 recommandations. Nous allons évoquer ce rapport, la proposition de loi à suivre, mais aussi l'UNOC, la gouvernance et la démarche indépendantiste et les municipales avec notre invité Édouard Fritsch, le président du Tapura Huiratira. Dans le dossier de la rédaction, on va s'intéresser au business du tatouage qui se porte plutôt bien au Fénois. Les tatoueurs de la place, réunis dans des shops, souhaitent mieux encadrer la profession. Merci d'être avec nous. À partir d'aujourd'hui, les règles de sûreté à bord des vols inter-îles seront alignées sur celles des vols internationaux. Les passagers devront se conformer à un nouveau cadre plus strict concernant le transport des liquides en cabine. Détails, explications et réactions sur ces nouvelles règles avec Touraourou Guérard et Patrick Tsinsing. Nouvelle réglementation à l'aéroport de Tahiti. Les liquides de plus de 100 ml sont désormais interdits en cabine. Les passagers doivent maintenant placer leurs flacons dans un sac plastique transparent et refermable, une mesure qui bouscule les habitudes de nombreux voyageurs locaux, pas habitués avec ce type de normes internationales. Il y a les nouvelles consignes qui vont se mettre en place et je ne suis pas du tout au courant. Ils n'informent pas assez la population, parce que ce n'est pas tout le monde qui prend l'avion. C'est la première fois qu'on entend ça. Contrôle à Paris par Tahiti pour aller à Bora, on fait le contrôle. Bora pour venir à Tahiti, on ne fait pas de contrôle. Je ne sais pas comment ça se passe. Cette règle ne s'applique pas au départ des îles. Seul l'aéroport de Tahiti est soumis à ce niveau de sécurité. Pour les touristes, rien ne change. Le fait de venir ici depuis la France, depuis Toulon, Orly, San Francisco, on est habitué. En métropole, on essaie de ne pas mettre de liquide dans les valises cabines en général, ou alors on est obligé de les mettre à part pour les présenter au passage en douane. Des exceptions existent pour les médicaments et aliments pour bébés, à condition de les déclarer au contrôle. Un changement qui vise à aligner Tahiti sur les normes internationales de sûreté aérienne. C'est pour des questions à la fois de fluidité et d'harmonisation qu'il a été décidé de mettre en place les mêmes types de contrôles. Nous, ce que l'on pense, c'est que ça va nous permettre aussi d'améliorer, je dirais, la qualité de service et la rapidité du passage au poste d'inspection filtrage, dans l'intérêt aussi des passagers, justement avant la période de pointe de l'été. Cette mesure touche près de 800 000 passagers par an sur les lignes inter-îles, comme Raiatea, Bora Bora ou Rongiroa. Toujours à propos de transport aérien, Motolink Airlines a obtenu une nouvelle licence de transporteur aérien dédiée au cargo. Vous pouvez avoir les détails en consultant l'article sur notre site Internet. 500 kilos de cocaïne ont été saisis dans le Pacifique entre avril et mai 2025 grâce à une vaste opération internationale entre services douaniers. Sur cette demi-tonne de drogue, 142 kilos ont été trouvés par les douanes du Fénois. C'était fin mars. La cocaïne était dissimulée dans des panneaux d'isolation d'un conteneur réfrigéré à destination de l'Australie. La chaîne d'approvisionnement maritime du Pacifique par conteneur a particulièrement été visée. Les Jeux du Pacifique de 2027 approchent et la Polynésie lance ses contrôles antidopage sous la supervision de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les tests inopinés ont débuté avec des agents formés et indépendants. Ariho Etif Afana, Natacha Stilagi et Teiva Ribé. L'image du sportif polynésien lavé de tout soupçon de dopage. C'est l'objectif de l'Agence française de lutte qui déploie ses plans d'action et de contrôle en Polynésie. Les premiers ont démarré sans prévenir. Les footballeurs ont été testés en plein entraînement. Oui, surpris. Ouais, surpris parce que j'étais en plein match. Le match avait commencé. Et une personne de la sécurité est venue me prévenir qu'il y avait une personne à l'extérieur qui voulait me voir. Donc j'ai dit, écoute, je suis en plein match, je ne peux pas la voir, demande-lui ce qu'elle veut. Donc c'est resté très vague, elle a des valises, tout ça. J'ai dit, mais quoi, on n'est pas à l'aéroport ici, valises, pourquoi faire?
Finalement, il me dit qu'elle veut faire des tests. Et je dis, bon, dis-lui de venir parce que moi, je ne peux pas sortir. Et lorsqu'elle est arrivée, j'ai vu son polo avec AFLD dessus. J'ai tout de suite compris que c'était des contrôles antidopage. 500 molécules sont recherchées à chaque test. Parmi elles, les stéroïdes qui augmentent la forme musculaire, les hormones pour renforcer l'endurance ou encore les stimulants pour être plus performants. Le coût sera limité pour le pays, 12 millions par an. Des agents de contrôle indépendants et bénévoles ont été formés. 150 sportifs seront désormais testés chaque année. Il n'y en a eu que 500 en 10 ans en Polynésie. 20 étaient positifs au cannabis et aux bronchodilatateurs, utilisés pour faciliter le passage de l'air dans les bronches. Les standards internationaux qui sont posés par le Code mondial antidopage visent un sport propre, un sport équitable, que tous les sportifs concourent sur un pied d'égalité. Mais les autorités polynésiennes vont bien au-delà de cette notion de sport propre. Il s'agit d'un sujet de santé publique. C'est dangereux, ça peut être très 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 dangereux de se doper. L'athlète porte également l'image de sa fédération et de la Polynésie. Les rameurs de Hawaii-Kinui seront eux aussi testés cette année. Les sanctions les plus lourdes jusqu'à présent, 7 ans de prison et 14 millions de francs pacifiques d'amende. Après le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les essais nucléaires en Polynésie, la députée Meriana Red-Arbelo travaille déjà sur une proposition de loi. La liste des maladies et des pathologies radio-induites sera mise à jour, le millisivert sera supprimé, il y aura plus d'équité dans le dispositif d'indemnisation. Les conclusions de cette commission donnent de l'espoir aux victimes des essais et à leurs familles. Pour en parler, nous recevons le président du Tapura Huiraatira, Edouard Fritsch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 45 recommandations, dont certaines très concrètes, comme la modification de la liste des maladies, la suppression du seuil d'1 millisivert. Une proposition de loi est en cours d'élaboration. Vous soutenez à 100% le travail de cette commission d'enquête qui a été fait et qui va être porté à travers une loi? Je soutiens toujours ce qui va dans le bon sens. Lorsque j'étais aux affaires, effectivement, j'ai demandé à M. Hollande, à l'époque, que l'on signe les accords de l'Élysée dont l'objectif était essentiellement de faire avancer les choses. Avec M. Macron, le président Macron, nous avons tenu Récotica. Il y a eu beaucoup de choses de dites. Je trouve que de ce rapport, tout a déjà été dit et j'ai presque envie de dire que beaucoup de choses ont déjà été faites. 45 recommandations, ça fait beaucoup. Moi, je m'attendais à quelques recommandations du type, oui, purger la dette de la CPS, d'accord. Sur la liste des maladies, oui, bon, je pense que c'est une décision qui doit être prise rapidement, mais surtout, mieux accompagner les malades qui sont aujourd'hui soignés et qui souffrent dans leur chair, et voire même dans la famille. Donc, il y a quelques mesures comme ça qui correspondent plus à l'attente des Polynésiens à la suite d'un rapport qui a fait tellement de bruit. Vous êtes content en tout cas que ça puisse faire bouger les choses et vous l'avez annoncé avec les autres autonomistes, la célébration de la fête de l'autonomie le 29 juin prochain. En tout cas, ce seront des communes ou les partis politiques qui vont organiser cette célébration, étant donné que le pays ne fait rien? C'est la commune de Papeete qui est le leader de l'opération. Bien sûr que tous les partis autonomistes se joignent à cette opération. Les communes autonomistes. Et les communes autonomistes, bien sûr. Nous avons effectivement contacté les maires pour que ce jour-là, nous puissions continuer à rappeler que cette date est une date importante pour la Polynésie française, et en tous les cas depuis 1984, le jour où nous sommes devenus présidents. Nous avons présidé notre pays et regardez le nombre de choses qui se sont faites depuis 1984. C'est inimaginable. Vous l'avez dit, si vous revenez au pouvoir, vous allez rétablir ce jour de fête, le 29 juin. Est-ce que du coup, ça vous motive encore plus pour revenir au pouvoir? Non, c'est pas. Non, ce qui me motive symbolique, encore plus. C'est hautement symbolique. Oui, c'est symbolique, c'est purement symbolique, et je crois que aujourd'hui, c'est gravé dans l'histoire de la Polynésie française, ce fameux 29 juin. Autant à l'époque où le roi Pomaré a demandé le protectorat et l'annexion de la France, mais autant aujourd'hui où le 29 juin représente une date où nous avons récupéré les compétences et que nous dirigeons nous-mêmes ce pays. C'est quand même très important, et on ne peut pas biffer une page de l'histoire comme cela. Donc
C'est ce qui est important, à mon avis, qu'il faut rappeler et qu'il faut surtout rappeler à nos enfants, parce qu'aujourd'hui, nous nous inscrivons dans un cadre vraiment spécifique qui est celui d'un pays autonome et qui est souhaité par beaucoup d'autres. Petit commentaire sur la délibération Géros supprimée par le tribunal administratif, le lobbying indépendantiste qui se poursuit, les déclarations en marge de l'UNOC comme quoi la Polynésie ne parle pas en son nom. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu la politique du Taveuni en ce moment? Rapidement. C'est un peu le bazar, c'est la cacophonie. C'est la cacophonie. Vous savez, je ne pense pas que Géros ignorait qu'il n'était pas compétent à porter l'État au tribunal. Il le savait. Il le savait. Je vous rappelle quand même son directeur de cabinet à côté, qui est quand même avocat. Mais par contre, ce que voulait Géros, c'est provoquer en tous les cas une réaction du gouvernement local, du président du gouvernement, qui a effectivement confirmé qu'il ne s'inscrit pas dans cette ligne. Et voilà. Vous êtes content qu'il ne le fasse pas d'ailleurs, vous savez, c'est leur affaire. C'est leur affaire. C'est une histoire de division au sein du Taveuni Huiratirra qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le pays ne peut pas avancer. Très rapidement, Edouard Fritsch, sur les municipales, votre premier adjoint, Abel Temari, va se présenter. Il a annoncé l'année prochaine, ce sera forcément face à vous. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Parce qu'il a parlé de votre gouvernance, une gouvernance différente, c'est ce qu'il propose. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Oui, bon, vous savez, lorsqu'on vient se présenter à la suite de quelqu'un, il faut lui reprocher des choses. Si ce n'est que la gouvernance, oui. Je rappelle quand même qu'il était aux affaires de la commune pendant quelques années où j'ai dit au gouvernement. Je ne sais pas quels sont les griefs qui me sont reprochés, mais je ne suis pas non plus très étonné que les numéros 2, à un moment donné, veuillent être les numéros 1. C'est humain. Hein, j'ai envie de dire que ça fait partie de l'ego des uns et des autres. Donc, je lui souhaite bonne chance. Mais ça vous fera peut-être perdre des voix. C'est sûr, c'est sûr. Vous savez, toute division fait perdre. Pas seulement des voix, mais fait perdre des élections. Toute division est source de défaite. Donc voilà, et il faut l'intégrer et puis il faut se battre pour que les choses aillent bien. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, président du Tapura Huiratirra, d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Le taux d'adoption de la fourrière animale de Punaoya et de Paea, le SIGFA, est passé à 90% l'année dernière. C'est en partie grâce à une présence forte sur les réseaux sociaux depuis l'embauche d'une responsable de la communication. Les détails avec Nicolas Suir et Jérôme Lee. Une rencontre entre un chien et peut-être son futur maître, cela se passe au SIGFA. Cette fourrière animale de Punaoya et Paea fait également office de refuge. Ici, les animaux errants ne sont pas euthanasiés au bout de 10 jours. Le plus vieux pensionnaire a 7 mois de présence. Les 9 employés de la structure tentent avant tout de retrouver les propriétaires. Ensuite, les chiens sont proposés à l'adoption. Les visiteurs viennent après avoir remarqué un chien en particulier sur la page Facebook de l'établissement. J'ai posé mon regard sur Okai. Il m'a beaucoup plu sur la page Facebook du SIGFA. Et il m'avait l'air mignon en fait et j'ai envie d'un chien comme lui. 5000 abonnés suivent le SIGFA sur Facebook grâce à une jeune diplômée en Master Business et Développement embauchée en 2023. Outre de belles photos et de belles vidéos, elle présente chaque animal. C'est pas juste un animal à 4 pattes qui est enfermé, non, c'est vraiment un animal à part entière qui a son histoire et qui mérite lui aussi d'avoir une deuxième chance. Cette volonté de communiquer vient du directeur du centre, en poste depuis 3 ans. Il souhaite changer le regard sur l'adoption des chiens de rue. Beaucoup d'entre eux ne sont pas adoptables en l'état. Et donc on fait tout un travail de rééducation pour petit à petit leur redonner confiance en eux-mêmes, confiance envers leurs congénères et confiance envers les gens, en fait, envers les humains. La stratégie fonctionne. D'ailleurs, les visiteurs d'aujourd'hui sont bien décidés à adopter. Okai reste toujours mon préféré et il y a Elé et Blacky qui m'ont attiré aussi. L'an dernier, sur 96 chiens placés, 28 ont été restitués à leurs propriétaires et 56 adoptés. Cela représente 90% de restitution et d'adoption. La commune de Uturoa a célébré aujourd'hui son 80e anniversaire. Le dress code, c'était tenue locale rouge. La sénatrice Lana Tetuanu et encore l'ancienne maire de Uturoa, Sylviane Teroatea, étaient présents. Les baraques foraines de Uturoa sont désormais opérationnelles. La cérémonie d'ouverture a eu lieu par la même occasion.
L'association Porinetia Tatao souhaite relancer l'élection de Miss et de Mister Tatao, mais elle souhaite aussi et surtout encadrer la profession de tatoueur au Fénois. Le secteur se porte plutôt bien, mais il y a régulièrement de nouveaux artistes qui arrivent sur le marché du travail. On voit cela dans le dossier de la rédaction signé Chiquita Teiva et Patrick Tinsing. Gendarmes, militaires, touristes, Touatini ne compte plus les clients qui rentrent dans son salon. Les tatouages polynésiens ont un succès fou. Certains n'hésitent pas à inscrire des grandes pièces sur leur corps. Les réseaux sociaux, Internet, ils ont l'accès facile sur les images. Par exemple, maintenant, tu tapes bras polynésien, ça montre tout ça. À l'époque, non, ils étaient obligés de venir voir les tatoueurs pour regarder dans les bouquins. Mais après, la particularité avec la clientèle qui vient d'Europe, ils réservent déjà un mois, 3 mois, 5 mois avant de venir. Et déjà en Europe, ils ont déjà une idée de ce qu'ils vont faire. Et c'est ça la différence, ils ont accès à Internet. Par rapport à avant, ils n'avaient pas du tout accès. Pour eux, un tatouage polynésien, c'est une petite tortue, un dauphin, un requin. En cette période de Heiva, les shops de tatouage ne désemplissent pas, comme ici, chez Burns Tatao à Papeete. C'est la saison des touristes, on va dire. Il y a beaucoup d'étrangers, des Français, des Américains, des gens d'Europe. Après moi, personnellement, j'aime bien travailler les locaux. Hein. On peut dire que le marché du tatouage, il se porte très bien. Voilà, il y a du travail pour tout le monde. La symbolique des motifs polynésiens est d'une telle subtilité que des tatoueurs étrangers comme Jonathan viennent s'en imprégner. Dans son salon à Las Vegas, le tatouage polynésien séduit. C'est mon devoir d'expliquer à mes clients, de leur montrer la signification exacte des motifs polynésiens. Les Américains veulent savoir. Je suis là pour apprendre plus sur la signification derrière les tatouages et leurs secrets. En Polynésie, pas moins de 70 professionnels vivent du tatouage. Pour une petite pièce, comptez 5 à 10 000 francs l'heure de travail, voire 50 000 la journée pour des grosses pièces. Des tarifs bien en deçà de ce qu'ils pourraient être. Pour un petit tatouage aux États-Unis, ça coûte à peu près $200. Pour une grosse pièce, comme dans le dos, un gros patutiki, ça peut démarrer à $2000, voire plus. Plus qu'un art, les tatouages polynésiens semblent avoir une énergie particulière. Un mariage, une naissance, 90% des clients se font tatouer, un événement marquant. Aujourd'hui, j'ai inscrit en fait le fait que j'ai un cancer. Et donc, le combat contre la maladie et la souffrance et la résilience qu'il faut avoir pour combattre un cancer. Pour protéger la profession des tatoueurs qui s'improvisent à domicile, l'association Porinetia Tatao cherche à encadrer leur métier pour éviter les dérives. Quand tu te lances tout seul, tu fais un peu n'importe quoi et tu n'as pas vraiment les bonnes bases. Que quand tu es suivi par un professionnel, tu gagnes déjà en année. Au lieu de mettre 5 ans pour avoir un bon niveau, tu vas mettre peut-être 2 ans. Ce message aux jeunes qui veulent se lancer, vous pouvez venir nous voir, les membres de notre association Porinetia Tatao. On va mettre en place un groupe. Les shops qui peuvent accueillir les jeunes qui veulent se lancer dans le tatou, on est prêt à les accueillir. La réglementation de 87 exige quand même que tout tatoueur qui ouvre un salon de tatouage se doit d'être autorisé par la direction de la santé. On vérifie les locaux, est-ce que tout est aux normes, on vérifie le matériel, leur méthode. Les artistes tatoueurs locaux sont rares, mais ceux qui ont déjà la fibre sont d'ores et déjà visibles à l'international grâce à la plateforme Instagram. L'information principale de ce mercredi 18 juin, l'aéroport de Tahiti s'aligne sur les normes internationales de sûreté aérienne. Désormais, pour les vols domestiques au départ de Fa'a, les contenants de liquide de plus de 100 ml sont interdits en cabine. Cette règle ne s'applique pas au départ des îles, mais elle touche près de 800 000 passagers tout de même qui voyagent sur les lignes intérieures chaque année. Il sera question du salon Made in Fénois qui ouvre ses portes demain dans l'invité café de la matinale. Tereinui Amblin Elacote, élue à la CCISM et présidente de la commission animation commerciale en charge de l'organisation du salon,
répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed Azi. Sur vos écrans, après ce journal, soirée documentaire spéciale Street Art avec Patitifa Aïtou, Dévorer le temps perdu, puis 3 épisodes d'Art Dreams Tahiti. Et ne manquez pas non plus le magazine Latitude Outre-mer sur la 3e conférence de l'ONU sur l'océan à 21h20. Ce n'est pas noté, mais elle y sera. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.